Bonjour à toutes et à tous. Bonne santé, puisque c'est de rigueur de dire bonne santé à toutes et tous. Donc, je m'appelle Claude Benoît, je suis le directeur du Club des entreprises de Grenoble. Et au nom du président, qui est chef d'entreprise, Charles Marcolin, et toute l'équipe du club, je suis heureux de vous accueillir. Alors, quand je dis toute l'équipe, il y a deux personnes qui sont particulièrement actives, qui sont Richard et Alizé, qui organisent tous ces webinaires chaque semaine. Nous sommes au 10e webinaire. Nous avons commencé le 9 avril. Et depuis le 9 avril, tous les jeudis de 11 heures à midi, eh bien, nous avons eu des experts professionnels qui ont intervenu et que nous remercions encore pour leur implication et finalement tous les éléments qu'ils ont prodigués aux auditeurs et lecteurs qui sont là et aux spectateurs qui sont là, puisque vous êtes toujours de l'ordre de 40 personnes à suivre notre webinaire. Je rappelle que le Club des entreprises de Grenoble a été créé à l'initiative des deux UT de Grenoble, UT1 et UT2, et l'objectif, c'est de renforcer les liens entre les entreprises, les équipes pédagogiques, les étudiants et les tons de réseau, la notion de marque employeur, la notion de recherche de stage sont des éléments aussi qui rapprochent les offres, de formation bien évidemment, qui rapprochent bien sûr les deux entités et de fait à éviter que les silos se répercutent, puisqu'on est toujours un petit peu comme ça en France et que l'idée de mélanger et de créer des liens, de renforcer ces liens est important, à notre sens en tout cas. C'est le dernier webinaire de la saison, dernier et 10e depuis le 9 avril, je le disais. Alors simplement, si on fait une petite... Vous retrouvez tous ces interventions sur notre site, un club entreprise de Grenoble. Toutes ces interventions ont été enregistrées. Donc, je répète simplement e-réputation, l'incroyable percée technologique de la Chine, comment valoriser sa marque employeur, l'écoute client, leadership de soi, leadership à distance, l'esprit dojo, réussir vos soutenances en distanciel, la bienveillance, outil commercial. Et puis, la semaine dernière, nous avons eu manager à la lumière d'un phare éteint et aujourd'hui, le leader éclairé. Donc, on est quand même proche de la lumière. Hein. Et devant, on était éteint, maintenant, on est éclairé. Donc, c'est l'évolution par Muriel Montagnier que je vous présenterai dans un instant. Avant de parler de ça, quelques livres, comme d'habitude, les coups de cœur du club. Alors, je vous propose, vous retrouvez aussi ces livres sur notre site. Hein, il y a tous ceux que l'on a présentés depuis la création de ces webinaires. Donc, vous avez chaque fois, c'est un peu un coup de cœur d'un livre qui est un peu particulier et qui sont récents. Donc, celui-là, c'est les dépossédés de l'open space, une critique écologique du travail. Avec Muriel, on a parlé il n'y a pas un petit peu quelques instants. Une critique écologique du travail, c'est un livre par Fanny Lederlin qui est paru le 11 mars dernier. Alors, c'est un parcours intéressant parce qu'elle s'est reconvertie dans l'étude de la philosophie après 15 ans de vie professionnelle dans le domaine de la communication. Et donc, les dépossédés, c'est intéressant parce que ce que dit Le Monde le 5 mai, ce n'est pas de disparition, mais de dégradation que les mutations technologiques menacent le travail, qui propose des solutions. Elle plaide pour la possibilité d'un autre travail qui ne serait pas destructeur, mais créateur. Elle parle de néo-travail qui est en train de nous déposséder non seulement de la valeur de notre travail, mais aussi de nos capacités à créer, à nous lier les uns aux autres, à parler, à prendre soin de notre environnement. Donc, c'est un livre, me semble-t-il, assez intéressant pour qui, je pense que Muriel Moutani va en parler tout à l'heure, mais qui parle justement de ce néo-travail, dû en grande partie aussi peut-être conséquence du confinement. Un rappel d'un livre d'Éric Hubler et Philippe Blanc, je rappelle qu'Éric Hubler est intervenu sur l'esprit dojo, présence, bienveillance et résilience, sur l'équilibriste. Je trouve que c'est toujours un livre d'actualité. Pas sur le film, nous cheminons et découvrons la puissance de l'équilibre, si utile dans tous les moments de la vie. Donc, lisez ce livre, c'est intéressant. Et un livre un peu plus j'avais proposé, mais là, il est paru, qui est paru le 10 juin 2020, donc très récemment, de Bernard-Henri Lévy. Alors, Bernard-Henri Lévy, on peut critiquer, il est un peu passé particulier, mais souvent, il a des propos qui sont quand même intéressants, en tout cas à écouter, même sur les partages, pas toujours. Ce virus qui rend fou, chez Grasset. Et c'est intéressant parce que il dit, il ne s'intéresse pas à ce que le virus a dit, mais ce qu'on lui a fait dire,
pas aux leçons qu'il faudrait en tirer, mais au délire interprétatif où chacun se veut l'augure du monde d'après, alors qu'il n'a rendez-vous qu'avec lui-même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il redoute de voir les confis du confinement, drogués au virtuel et aux écrans, prendre goût au repli pour soi et dire pour longtemps adieu au monde. Je crois que c'est un livre qui est plein d'idées et qui nous projette quand même sur quel sera demain notre avenir. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre sera versée à l'ADELC, Association pour le développement de la librairie de création. Mais c'est un livre, moi, que j'ai trouvé très intéressant et très perturbant à un certain moment, mais il faut être perturbé, je crois que c'est important. Et donc, en tout cas, de réfléchir. Sur la présentation, je viens au propos de Muriel Montagnier, qui se passionne pour les ressources humaines. Après un parcours en développement commercial et en management des forces de vente exercé pendant 13 ans dans des PME et ETI et grands groupes, elle a aussi intégré la filiale de conseil en organisation et management du groupe Randstad. Et puis, elle a fondé une première start-up qu'elle co-dirige, je dirais, pendant 4 ans avant de créer le cabinet HMR, qui veut dire homme moteur de la relation. C'est bien. Consulting, dont la vocation est d'engager les collaborateurs dans les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Et puis, elle fonde la Fabrique des leaders éclairés, donc, dont elle va nous parler tout à l'heure. Ce qui caractérise peut-être Muriel Montagnier, en tout cas, c'est l'équilibre, l'authenticité. J'ai constaté le dynamisme, hein, et puis un sens de l'humour que je partage. Enfin, peut-être que les autres ne partagent pas le mien en tout cas, mais je crois que c'est important dans la vie que nous avons actuellement d'avoir ce sens-là. Donc, elle dit que 79% des dirigeants interrogés au mois d'avril évoquent le besoin de faire évoluer leur modèle de leadership. Quel nouveau modèle de leadership peut-on adopter pour faciliter la reprise et naviguer plus sereinement dans notre monde volatile, incertain, complexe et ambigu, avec des mots-clés comme transformation, agilité, performance. Je crois que on remercie encore tout le club et puis tout, je pense tout le monde remercie Muriel Montagnier pour son intervention, très appréciée. En tout cas, dont le sujet nous éclairera certainement. Alors, vous dites une chose intéressante, c'est permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Donc, étant une personne ordinaire, j'espère, après vous avoir entendu, faire des choses extraordinaires. À vous, Muriel. Merci, Claude. Merci. Alors, cette citation, en plus, moi, j'ai réutilisé, mais j'ai l'habitude de rendre toujours à César ce qui appartient à César. Elle m'a parlé particulièrement, mais c'est Peter Drucker, qui est un des papes du management, en fait, qui l'a utilisé. Et la vraie, si on l'a dans son intégralité, c'est que la vocation d'une organisation, c'est de rendre des gens ordinaires extraordinaires, en fait, et de permettre qu'ils soient extraordinaires. Donc moi, ça m'a vraiment parlé. Et comme la vocation d'HMR Consulting, c'est justement d'engager les collaborateurs, et bien l'engager, c'est effectivement les accompagner pour qu'ils développent leur talent aussi, en fait, et tout leur potentiel. Donc voilà, Claude, pour rectifier ça, et je suis ravie que ça vous ait interpellé aussi. Alors, si vous voulez bien, d'abord, bonjour à tout le monde, en fait. Hein, c'est toujours très perturbant de n'avoir personne en face, mais bon, voilà, on va se plier au format. Ce que je voudrais, c'est vraiment partager avec vous. D'abord, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir, voilà, pour que vous puissiez suivre aussi visuellement l'exposé que je vais vous transmettre, et le partage surtout sur ce que c'est que le nouveau modèle de leadership éclairé, en fait, ce que j'appelle le leadership nouvelle génération, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, j'aime bien commencer par une pensée du jour. Celle-ci m'a l'air complètement adaptée. C'est Carl Jung, en fait, hein, qui est un psychiatre. Et il disait déjà, parce que ça date des années du 19e siècle, et vous voyez, c'est toujours d'actualité, que les crises, les bouleversements et la maladie ne sont jamais venus par hasard. Ils servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Donc voilà, mais c'est toujours, je pense que c'est vraiment toujours d'actualité. Les moments qu'on est en train de vivre doivent nous aider à justement repenser un peu les choses, nous repenser,
et repenser notamment quand on est dirigeant d'entreprise ou qu'on est manager ou qu'on est collaborateur ou qu'on est effectivement membre des comités de direction et de la gouvernance, notre leadership, puisque c'est ce dont je vais vous parler, c'est le modèle de leadership. Donc, pour avancer, il y a 1 an et demi, quand j'ai refondu mon site de la fabrique des leaders éclairés, j'ai commencé par cette phrase-là, en fait. Face à la fracture et aux turbulences du monde actuel, l'homme a profondément besoin de s'unifier et les hommes se relient. Alors, je vais vous dire ce que j'entends par s'unifier, pour qu'on s'entende bien sur le même vocabulaire. S'unifier, ça veut dire quoi? Pour un individu, ça veut dire simplement aligner et être cohérent sur ce que je suis, ce que je vis et ce que je fais. Que mes comportements, la manière dont je vis, en fait, les choses soient complètement alignées à qui je suis. Si je suis quelqu'un qui aime la nature, en fait, je dois me poser la question, est-ce que si j'habite en centre-ville, par exemple, est-ce que si je prends du temps pour être dans les transports en commun tous les jours et j'ai un travail qui occupe 90% de mon temps en centre-ville, est-ce que je réponds vraiment à un appel profond qui est d'être en contact avec la nature? Donc voilà, c'est un peu simpliste certainement, mais ça veut dire est-ce que vraiment mes comportements et ce que je vis au quotidien est adapté à qui je suis profondément. Donc ça, c'est unifier ça, ce qui est important, pour ne pas être instrumentalisé, pour pas que nos comportements soient justement déconnectés de qui on est profondément. S'unifier pour une entreprise, ça veut dire pour une organisation, ça veut dire aligner sa raison d'être. Je pense que vous en avez entendu parler puisque c'est vraiment un sujet d'actualité, repenser sa raison d'être, avec la stratégie et avec ses plans d'action. C'est bien dans cet ordre-là qu'on doit réfléchir pour s'unifier. Est-ce qu'effectivement, quand je réfléchis à ma raison d'être, est-ce que ma stratégie est alignée et est-ce que mes actions sont alignées par rapport à ma stratégie? Voilà, au sein d'une organisation, s'unifier, ça veut dire quoi? Et c'est par là qu'on commence quand on transforme les entreprises. C'est comment est-ce que c'est aligner toute la chaîne managériale, par exemple. Faire en sorte que le codir, que le dirigeant soit lié avec son codir, que le codir soit lié avec les managers, qui sont une courroie de transmission, et que les managers soient liés avec les collaborateurs. Voilà, ça c'est la condition pour moi sine qua non, et c'est mon expérience dans les transformations à fort enjeu humain. Quand ça c'est pas aligné, quand ça c'est pas unifié et cohérent, eh bien on ne transforme pas une organisation, ou alors on en fait une organisation schizophrène. Ce que j'appelle schizophrène, c'est quand la tête va d'un côté et que le corps va de l'autre. Donc voilà ce que c'est que de s'unifier. Et les hommes se relier, eh bien, je crois que dans la période qu'on a vécue et qu'on continue, heureusement, avec le déconfinement un peu différemment, à vivre différemment, on a pris conscience que plus on était privé des liens et plus on avait besoin de se relier. Donc, se relier, ça veut dire à soi même, écouter ses besoins, ça veut dire se relier à l'autre et ça veut dire se relier aux autres aussi et au monde pour pouvoir écouter aussi les signaux faibles et pour pouvoir finalement répondre à notre vraie nature qui est notre nature humaine qui est de se relier les uns avec les autres. Donc voilà, alors je vais vous confier une chose, c'est qu'il y a 1 an et demi, lorsque je faisais des webinaires ou que j'animais des conférences, alors en conférence c'était plus facile, j'avais un retour direct, quand je mettais cette phrase-là, face à la fracture et aux turbulences du monde actuel, j'avais des grands moments de solitude, je vous avoue. Parce que les gens me disaient, mais c'est quoi, de quoi elle nous parle? C'est quoi cette fracture et c'est quoi ces turbulences du monde actuel? Donc voilà, donc aujourd'hui, quand j'en reparle, et j'espère que ça vous parle aussi, turbulence, incertitude, complexité, volatilité, je pense que c'est pas un concept, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on a vécu ces derniers mois. Et donc du coup, je pense que là, ça parle en fait. Hein. Donc voilà, maintenant je vous rassure, c'est pas moi qui ai déclenché le Covid et qui fait en sorte qu'on puisse le vivre. Mais en tout cas, les choses sont telles qu'elles sont. Et donc, du coup, voilà, on a vraiment beaucoup plus conscience maintenant de ce que c'est que ces turbulences. Alors, pour aller plus loin, 3 enjeux, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'unifier, se relier, c'est une chose, mais il y a 3 enjeux majeurs du dirigeant d'entreprise qu'on a identifié, que j'ai identifié. C'est 1, renforcer son aptitude à discerner dans le brouillard. Je crois qu'aujourd'hui, à part exception, si vous avez la boule de cristal, mais il faut me le dire, hein, je veux bien que vous me contactiez si c'est le cas,
eh bien, c'est le brouillard. On est dans une zone d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si à la rentrée, on risque d'être confiné ou pas. Si le virus on sait qu'il est présent, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague. On ne sait rien sur l'économie. On a beau écouter les experts. Une fois, ils vous disent que l'économie, on en a pour 3 ans à s'en relever. L'autre fois, ils disent que finalement, ça démarre plus vite. Donc, on est dans cette zone de brouillard-là. Et paradoxalement, moins on a de visibilité et plus on a besoin de vision. Et là, c'est un enjeu majeur pour le chef d'entreprise, c'est comment est-ce que j'apprends à discerner dans le brouillard alors que je ne peux plus alimenter ma vision par des données extérieures. Parce que ces données extérieures, elles changent de plus en plus vite. J'ai échangé avec un cercle de DAF la semaine dernière qui me disait, et on me disait, avant c'était bien, tous les 3 ans, il suffisait de regarder les données extérieures, on compilait, on analysait et on savait exactement. Et, tous les 3 ans, on était capable de faire des plans et des stratégies. Et à la fin, on était très, très contents parce qu'effectivement, 9 fois sur 10, on était vraiment dans les clous. Aujourd'hui, il me disait, déjà dans un mois, je ne sais même pas comment ça va être. Donc les chiffres, c'est difficile, on n'arrive pas à s'appuyer sur des choses qui sont extérieures. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher autre chose que toutes ces données extérieures pour pouvoir alimenter sa vision. Et donc, comment on fait? J'y répondrai un petit peu plus tard. Le deuxième enjeu majeur, c'est la capacité de résilience. Donc, ce qu'on appelle capacité de résilience, c'est la capacité à rebondir quand on a été chahuté et qu'on a vécu une crise profonde, qui peut être un deuil ou qui peut être ce qu'on a vécu quand même, qui est vraiment qui est très impactant. Donc, cette capacité de résilience économique et personnelle, pour moi, la crise qu'on a vécue, en fait, ces derniers mois, nous ont confrontés à une chose qui est très importante. Elles nous ont confrontés à notre finitude et à notre vulnérabilité. Notre finitude, c'est vrai, c'est qu'elle nous a confrontés à la mort, en fait, hein, donc à notre perception de la mort, à nos croyances par rapport à ça. Et je crois que ça nous a obligés, en tout cas un grand nombre d'entre nous, à nous reposer les questions existentielles. Et en tant que dirigeant, c'est apprendre à distinguer, et tout le monde, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, de ce qui est important et de ce qui est urgent. Donc voilà, c'est accepter cette vulnérabilité et se reposer les bonnes questions. Et c'est un des enseignements de la crise et justement comment trouver cette capacité de résilience, comment discerner, garder son discernement de ce qui est essentiel, important et urgent. Donc voilà, des questions qui sont très très importantes. La troisième chose, le troisième enjeu majeur, c'est se transformer en profondeur. Ça veut dire changer ses paradigmes. Ça veut dire accepter effectivement de se dire, d'adopter de nouveaux modes de leadership. Et Claude le disait tout à l'heure, 79% effectivement des dirigeants qui sont interrogés se disent il faut qu'on change notre leadership. On s'est aperçu qu'il y avait dans notre organisation. Il faut qu'on s'adapte, qu'on fasse, c'est plus qu'une adaptation, c'est des changements profonds. Donc, changer de leadership pour être éclairant. Et moi, le modèle de leadership sur lequel on s'appuie et que je vais vous développer, c'est le leadership éclairé. Le leader éclairé, c'est celui qui a conscience d'abord que les lumières d'hier ne sont plus en capacité d'éclairer les enjeux d'aujourd'hui, mais il s'appuie sur ce nouveau leadership, il s'appuie sur 3 requis. D'abord, savoir prendre de la hauteur. Par rapport à quoi? Par rapport à un quotidien qui nous ramène davantage sur le fait d'agir et nous laisse peu le temps finalement de ressentir et de vérifier si nous sommes bien alignés. Je suis très régulièrement en contact de dirigeants d'entreprise. Ils me disent que il y a une période très chahutée pendant la crise, effectivement, où ils ont dû gérer énormément de choses. Ils ont aussi pu prendre un petit peu de recul quand ils étaient, et se reposer certaines questions. Mais là, en fait, la gestion de crise les oblige à être dans le faire et à accélérer les choses. Donc, ils me disent, on est revenu dans un mouvement, dans une accélération, en fait. Et beaucoup de collaborateurs ont besoin de cette accélération aussi. Donc, ça veut dire savoir prendre de la hauteur. Ça, c'est le premier prérequis, être éclairant. Ensuite, c'est quoi? C'est élargir sa conscience pour pouvoir comprendre les enjeux dans leur globalité, parce que dans ce monde complexe, en fait, où tout est interconnecté, et bien être capable de naviguer dans ce niveau d'incomplexité et de incertitude, ça suppose effectivement qu'il faut avoir un focus beaucoup plus large pour pouvoir davantage
avoir une vision beaucoup plus élargie des choses et comprendre les enjeux de cette complexité. Donc, ça veut dire élargir sa conscience. Et puis, le troisième prérequis pour moi, c'est développer son esprit critique. Donc, vous savez, le fameux esprit des Lumières. Pour pouvoir faire quoi, notamment pendant cette crise-là, pour moi, ce qui était important, c'était comment trier l'information de la désinformation. On a été vraiment confrontés à ça. Les experts vous disaient blanc, un jour c'était noir. Est-ce qu'il fallait les suivre ou pas les suivre? Les médias vous racontaient des choses, etc. Mais c'est quoi? Et justement, quand on est dirigeant d'entreprise, quelle est la bonne information pour que je puisse prendre des décisions et sur quoi je peux m'appuyer? Et quelle est la désinformation? Donc être éclairé, éclairant, c'est ça, c'est savoir prendre du recul, c'est élargir son niveau de conscience et c'est développer son esprit critique. Voilà les trois prérequis pour être un leadership et pour développer un leadership qui soit éclairé et éclairant. Alors maintenant, le nouveau modèle de leadership, en fait, le modèle de leadership d'une nouvelle génération, qu'est-ce que c'est? En fait, il est aux confluences entre trois modèles de leadership qui sont existants, entre un leadership de puissance. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que le leadership de puissance, je vous donne une caricature. Leadership de puissance, c'est pousser à son extrême cette alors, il s'appuie sur quoi le leadership de puissance? Il s'appuie sur trois piliers, trois aptitudes en fait, et qui le rendent vraiment intéressant. Et on verra les limites du leadership de puissance. Il est d'abord sur une attitude de projeter. Projeter où? Projeter dans l'avenir et dans les projets. Parce que si on ne se projette pas, on n'avance pas. Donc, il embarque les équipes. C'est celui qui a cette puissance, cette énergie pour pouvoir embarquer les équipes. Et quand il les a embarqués, il transforme. En fait. Il est aussi transformant, il a cette capacité de transformation. Donc le leadership de puissance, il est intéressant parce que c'est celui qui mène à l'action. Et c'est pour ça que, pour moi, il est incarné par le corps. Pour ceux qui ont fait, parmi vous, si vous avez pratiqué les arts martiaux, je crois que vous avez une conférence justement sur l'aïkido il y a quelques temps, qui était très intéressante justement parce que l'aïkido vous permet de prendre conscience de comment on embarque. Et quand on fait des arts martiaux, on apprend une chose, on apprend qu'en fait, on embarque, on engage avec le corps, en fait. Et que l'énergie qu'on met à faire l'action, elle vient du corps. Donc voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Le leadership de puissance, alors, les limites de leadership de puissance, quand je vous parle de Trump, vous les voyez certainement, c'est qu'on peut projeter, embarquer. Le danger, c'est aussi d'instrumentaliser. Le danger, c'est d'abord, pour soi, quand on est dirigeant, c'est aussi peut-être de dépenser trop d'énergie, de ne pas la mettre au bon endroit. Quand on dépense trop d'énergie, ça veut dire risque de burn-out. Voilà, il y a des dirigeants qui sont épuisés en ce moment parce qu'ils ont dépensé énormément d'énergie et aujourd'hui, qui sont en danger par rapport à ça. Donc vraiment, l'énergie, la puissance, elle peut être très, très bien exercée à condition qu'elle soit équilibrée dans son énergie. Voilà. Le leadership de puissance, il peut avoir un autre biais, c'est la domination. Quand on est trop puissant, et l'exemple de Trump en est un, eh bien, on peut vouloir dominer l'autre, en fait. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, l'instrumentaliser. Donc, la puissance est importante parce que sinon, on ne fait pas l'action. Toute seule et poussée à son extrême, et elle peut être vraiment dévastatrice. Donc ça, c'est un premier modèle, et ce modèle actuel, en fait, ce modèle de leadership de puissance, malheureusement, ou heureusement, c'est contrepartie, mais c'est vraiment le modèle actuel dominant. On a un deuxième leadership qui c'est le leadership de sens. Ce leadership de sens, lui, s'appuie sur trois aptitudes. La capacité qu'on a à discerner, celle d'orienter et celle d'éclairer. Le leadership de sens, c'est bien, dans l'entreprise, c'est la raison d'être, par exemple. C'est comment est-ce que je donne du sens, comment est-ce que c'est la vision, c'est c'est le why de Simon Sinek, c'est comment je donne du sens aux actions que je mène, en fait. Et donc c'est l'esprit. Pour moi, je l'ai incarné par l'esprit. C'est apprendre à discerner, à orienter et à éclairer, en fait. Le leadership de sens, il est nécessaire, mais pas suffisant. Il est nécessaire parce que justement, il permet d'orienter l'action, mais pas suffisant parce que vous imaginez bien qu'exercer tout seul, eh bien, c'est angélique.
le sens sans la puissance, c'est quelque chose, ok, on sait pourquoi on y va, mais on n'y va pas quand même. Donc, vous voyez, ça, il y a déjà une interconnexion entre un leadership de puissance et un leadership de sens. Et enfin, le troisième leadership et le pilier troisième du leadership éclairé, sur lequel il s'appuie le leadership éclairé, c'est le leadership de présence. C'est le cœur. C'est cette capacité à écouter, qui permet à écouter quoi? À écouter soi-même, écouter l'autre et écouter son environnement, son écosystème, écouter les signaux faibles pour pouvoir anticiper. Cette crise qu'on a vécue, c'est pas une surprise. Ça fait depuis 2007 que les experts disent qu'effectivement, les pandémies, on risque, il y a les risques des pandémiques, ils ne savaient juste pas quand, en fait. Donc, ça veut dire que c'est pas, elle n'a pas révélé, elle a juste exacerbé les choses et elle est arrivée, si on avait écouté les signaux faibles, on aurait pu peut-être l'anticiper. Donc voilà, c'est cette capacité d'écoute, la présence, et qui donne, et qui renforce la capacité de vision. Parce qu'effectivement, on n'affine pas sa vision en voyant mieux, mais vraiment en écoutant plus. L'écoute est extrêmement importante à ce niveau-là. Et d'autant plus. Et ça, c'est pas forcément. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu nouveau parce que ce modèle d'écoute, on parlait d'écoute active quand on parlait à des commerciaux, mais c'est plutôt une écoute profonde qu'il faut vraiment développer et que son organisation puisse être aussi à l'écoute de l'extérieur, en fait, pour justement pouvoir anticiper et avoir un train d'avance par rapport à ses concurrents. S'ancrer, ça veut dire s'ancrer dans le réel, en fait. Hein, donc, c'est avoir un leadership de présence. Et puis, aimer, c'est la capacité à se relier à l'autre, en fait. Hein, c'est vraiment l'amour qui fait on peut se relier à l'autre. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ce que développe la présence. Et c'est ce qui permet, alors pour ceux qui j'anime des sessions d'équi-coaching, en fait, on démarre toujours nos parcours de leader éclairé, de dirigeant éclairé avec des séances d'équi-coaching. Pourquoi? Parce que quand on fait l'équi-coaching, on s'aperçoit d'une chose très puissante. On s'aperçoit qu'en voyant qu'on est capable, sans toucher un cheval qui fait 500 kilos, de pouvoir l'amener d'un point A à un point B, uniquement parce qu'on est présent, uniquement parce qu'on a su se relier à lui, et donc du coup, on arrive à l'embarquer. Donc c'est cette présence-là qui fait qu'on arrive à avoir, c'est le fameux charisme, en fait, c'est notre capacité à se connecter à l'autre. Et donc, pour finir, le leadership éclairé, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre tout ça. Parce que vous imaginez que la puissance tout seul, ça a des limites. Le sens tout seul, c'est nécessaire mais pas suffisant, ça a des limites. Et la présence tout seul, ça n'est pas opérant non plus. Donc, le leadership éclairé, qui est un modèle de leadership nouvelle génération, c'est celui qui arrive à avoir toutes ces aptitudes, en fait, ces 9 aptitudes, pour pouvoir être à l'équilibre entre un leadership de puissance, de sens et de présence. Voilà ce que c'est que le leadership éclairé. Alors maintenant, pourquoi c'est un modèle de leadership nouvelle génération, vous allez me dire? Parce qu'il s'appuie sur 3 changements de paradigme, en fait. Le premier, c'est ce qu'on a vu, c'est que plutôt que d'être sur un seul modèle dominant, eh bien, on est à l'équilibre entre ces 3 modèles. Donc ça, c'est le premier changement de paradigme. Le deuxième, c'est que dans la pédagogie et dans la manière dont on va justement devenir un leader éclairé, eh bien, nous, on a choisi de le faire au travers d'une clé d'entrée qui n'est pas une clé d'entrée traditionnelle, en fait, et qui remet en place qui a un vrai changement de paradigme. C'est qu'on a décidé de partir de l'expérience, c'est-à-dire de vivre les choses par le corps et pas par l'esprit. Quand vous faites, et vous l'avez tous, vous êtes issus effectivement du monde universitaire, et moi je suis issue des écoles aussi, et c'est souvent par l'esprit en fait qu'on commence, et je fais de la formation aussi, et on commence par l'esprit. L'esprit permet de prendre conscience, mais derrière, est-ce que ça permet vraiment d'ancrer les choses? C'est pas si évident que ça. Et on revient souvent à ces anciens modèles et à ces zones de confort. Quand on fait l'expérience par le corps, on arrive à avoir des déclics qui sont très puissants et qui nous permettent justement de prendre conscience beaucoup plus rapidement et de changer les choses qui doivent être changées. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme, et dans les parcours qu'on a construits, on commence toujours par travailler sur des séminaires expérientiels qui permettent d'avoir ce déclic
ensuite de le comprendre au travers d'accompagnement individuel, de développement personnel, et ensuite de pouvoir le partager avec entre pairs pour pouvoir justement éclairer sur comment on agit concrètement dans l'entreprise. Donc voilà, c'est toujours ces 3 étapes-là, et ça, c'est des vrais changements de paradigme. C'est pour ça que c'est un nouveau modèle pour ce deuxième changement de paradigme. Et enfin, pour être un leader éclairé, en fait, il y a besoin, justement parce qu'il faut s'unifier, de s'unifier et se relier. S'unifier, c'est alors aujourd'hui, la tendance, il y a beaucoup de gens qui, si vous avez certainement entendu parler, c'est tout est spirituel, tout est rationnel, ça c'était Descartes, tout est émotionnel avec l'intelligence émotionnelle, et tout est corporel, et on fait du yoga, etc. Moi, je crois qu'on est le tout, en fait. C'est-à-dire que prendre et saucissonner les choses pour dire que tout est une seule partie, c'est pas considérer l'homme dans son intégralité. Et on est tout ça. Moi, c'est ce que j'appelle la dimension holistique, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois spirituel. Gardner parle des 12 intelligences, en fait. Donc, on a toutes ces intelligences-là, et s'unifier, ça veut dire mettre en ligne toutes ces intelligences, mettre en ligne l'intelligence qu'on a rationnelle à comprendre les choses et analyser, à comprendre la complexité, à changer nos modèles de pensée par rapport à ça. Ça veut dire aussi peut-être avoir une certaine spiritualité pour viser quelque chose de plus grand que nous, dans notre raison d'être. Ensuite, de pouvoir se relier avec le cœur à l'autre et se relier à soi, et de pouvoir aussi, par le corps, pouvoir justement ancrer les choses et pouvoir, voilà, le corps nous permet aussi de gérer notre stress. Et il y a plein de facultés et de ressources qu'on est en train de découvrir, mais qui sont encore, à mon avis, en démarrage de tout ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, donc les pédagogies qu'on a mis en œuvre au sein de la Fabrique des leaders éclairés, pour devenir un leader éclairé, il faut travailler sur l'ensemble de ces dimensions-là et revisiter toutes ces dimensions. Et puis, il y a une dimension, là, je vous parlais d'unifier, la dimension se relier, c'est je me relie à moi-même, je me relie à moi-même pour justement comprendre comment je fonctionne. Ensuite, je me relie à l'autre et je me relie à mon écosystème, à mon entreprise, à mon organisation et à quelque chose peut-être de plus grand que moi. Donc, c'est cette capacité en verticalité, en horizontalité que doit justement expérimenter le leader éclairé pour devenir un leader éclairé, en fait. Donc, voilà. Donc, troisième changement de paradigme, c'est les dimensions holistiques. On devient un leader éclairé quand effectivement on a développé l'ensemble de ces intelligences et qu'on a su relier le je, le nous avec le lui. Donc voilà les principes et le modèle du leadership nouvelle génération. Et c'est la raison de l'existence de la Fabrique des leaders éclairés. Quand je l'ai fondé il y a 1 an et demi, c'était vraiment avec l'objectif de me dire, dans cette complexité qu'on est en train de vivre et cette incertitude laquelle on est en train qui est réelle et qui s'installe dans ce changement de monde. Donc, Marc Alévi, qui est prospectiviste de renom, parle de bifurcation en fait, entre 2 mondes, avec les 5 changements de paradigme. Eh bien, il est important pour les dirigeants de pouvoir retrouver un leadership qui soit à la fois équilibré et authentique et qui leur permette justement d'avoir une meilleure vision par l'écoute, d'avoir un meilleur discernement en prenant de la hauteur, de savoir engager les équipes aussi, mais en équilibrant son énergie et de pouvoir discerner, orienter et éclairer parce qu'il y a une vision justement qui s'est affinée. Donc voilà, donc ça c'est ce qui caractérise aujourd'hui le leadership éclairé, ce leadership nouvelle génération. Et c'est ce que vivent les dirigeants qui rentrent dans la fabrique et qui suivent le parcours pour amener à être beaucoup plus éclairés et surtout éclairants. Voilà. Donc, et pour finir, je voudrais partager avec vous 2 dates qui me semblent importantes, qui le sont. C'est vous inviter d'abord, si vous le souhaitiez, à faire, à partir du mois de juin, on fait des séances d'initiation au leadership éclairé, donc pour évaluer où est-ce que vous en êtes et quels sont les points d'équilibre qui restent à travailler. Et puis le 9 novembre, je vous invite, on a fait le Save the Date ce matin en fait, donc c'est tout frais, à la Nuit des leaders éclairés à Lyon, qui sera une vraie expérience immersive, donc qui est dédiée à 150 dirigeants et top management en fait, et qui va pouvoir justement permettre d'expérimenter son leadership
avec des ateliers expérientiels. Il y aura les chevaux, il y aura de l'aïkido, il y aura de la musique, il y aura du théâtre, il y aura, voilà, c'est inspiré des arts martiaux et c'est inspiré pardon, des arts et du neurosciences. Donc tout est étudié pour que vous puissiez expérimenter d'abord ce qu'on vient de se dire, le leadership éclairé, les différentes dimensions, les comprendre avec une table ronde où il y aura des experts qui vous aideront à faire le lien et le pont entre ce que vous avez vécu et comment vous pouvez l'utiliser au quotidien. Il y aura un troisième temps où on va lancer un think tank donc autour qui est en train de travailler sur une thématique très importante et un enjeu important sur la pérennité de nos entreprises et qui n'a été inspiré justement par la crise qu'on a vécue. Donc, je ne vous en dévoile pas la thématique parce que ce sera une première ce jour-là que je vous invite à découvrir. Et puis, finalement, il y aura vraiment un temps final de convivialité, d'échange entre pairs parce que c'est très important. Enfin, voilà, se relier, c'est aussi ça. Partager, c'est aussi ça. Et je crois qu'on en a vraiment, on n'en a jamais eu autant besoin que dans ces périodes-là. Donc, voilà, merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que Richard, il y a des questions? Eh bien, écoute, oui, Muriel, les questions ont commencé à arriver, donc je me propose de te les poser. La première, qu'est-ce que vous pourriez recommander pour pouvoir engager ou réengager les collaborateurs dans la reprise d'activité post-Covid? Très bien. Oui, c'est une bonne question et c'est très pragmatique en plus. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, au même titre que c'est vraiment la préconisation que je fais aux chefs d'entreprise qu'on accompagne aujourd'hui, qui sont dans la problématique de dire comment je réengage mes collaborateurs. Certaines sont très contentes de venir, d'autres ont peur de venir, d'autres ont été coupées carrément parce que la relation a été coupée. Donc, comment on fait pour pouvoir réengager ses collaborateurs et comment est-ce que, parce que la tentation quand même, c'est se dire d'être sur un leadership de puissance en disant allez, on y va, on embarque. Et j'entends beaucoup dire que c'est bon, on y va, il faut recommencer parce qu'on veut revenir au même rythme qu'avant. Et les collaborateurs ne sont pas forcément prêts pour ça. Et le danger, c'est qu'effectivement, on a étudié, c'est que même s'il y a peut-être une zone euphorique, et encore, je ne suis pas sûre qu'on soit en train de la transformer, il y a aussi peut-être, on risque d'avoir ce qu'on appelle le post-traumatique en fait, donc qui fait que les gens qui ont vécu ce Covid l'ont peut-être plus ou moins bien vécu et en tout cas vont le ramener avec l'entreprise et n'auront pas résolu complètement tout ce rapport avec ce qu'ils avaient vécu. Donc ça c'est très important. Donc qu'est-ce que je préconise? Je préconise 3 choses. Je préconise de démarrer d'abord par l'écoute, le leadership de présence. Écoutez les collaborateurs, écoutez mais profondément ce qu'ils vous disent et ce qu'ils ne vous disent pas. Interrogez-les de manière très bienveillante, créer un climat de confiance pour pouvoir justement écouter comment ils ont vécu ça et dans quel état d'esprit ils se trouvent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont envie de revenir ou pas? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Quels ont été? Donc ça, c'est important. Alors, quand on me pose cette question-là, on me dit oui, mais est-ce que c'est pas un peu privé? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qu'on ne peut pas poser? Je dis toujours, c'est les réponses qui sont indiscrètes, ce n'est pas les questions. C'est la manière dont vous les posez et l'intention que vous mettez. Si l'intention est bienveillante et si vous ouvrez le dialogue, si vous accueillez les choses telles qu'elles sont, sans jugement, les gens vont pouvoir vous parler. Donc ça, c'est une première chose, mais écoutez. La deuxième chose, c'est donner du sens. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette crise a vraiment tellement interrogé le sens qu'elle a déstabilisé les gens sur justement une vraie réflexion sur est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce travail. J'ai plein de gens autour de moi et même des dirigeants d'entreprise qui me disent je ne suis pas sûre de continuer à diriger mon entreprise. Donc vraiment, c'est redonner du sens à ce pourquoi votre entreprise, elle existe. Et donc voilà, et ce qui est important, pour qu'ils comprennent pourquoi ils vont venir dans votre entreprise et pourquoi ils ont intérêt à revenir dans l'entreprise. Vous avez vu que la question de sens pendant le confinement était très importante en fait. Les infirmières, ils savaient pourquoi ils venaient en fait.
Et il y a beaucoup de collaborateurs qui se sont posés la question, mais à quoi je sers finalement? Parce que si je suis mis sur la touche, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de moi. Et ça veut dire que je n'arrive pas à servir dans ni communautairement à contribuer à la société, ni individuellement par le travail que je fournis. Donc il y a une vraie interrogation sur le sens. Et seulement, là, le troisième temps, c'est embarquer. Je crois qu'on ne peut pas avoir une intention de dire on embarque, allez, venez, engagez-vous, si on n'est pas passé par ces 3 étapes-là, en fait, par ces 2 étapes avant. Écouter, être présent, accueillir, ensuite, effectivement, redonner du sens par la raison d'être, par un travail sur les valeurs, pourquoi pas, et ensuite embarquer en donnant l'impulsion pour mettre en action. Voilà, en fait, le conseil que je donne quand on accompagne, et quand on fait ça, ça se passe bien généralement. Quand on se contente d'embarquer avec des injonctions, ça se passe très mal. J'ai plusieurs exemples à la clé où c'est… Voilà, donc voilà. Donc je sais que si j'avais un conseil à donner, ce serait plutôt celui-ci, de vraiment respecter cet ordre-là. Pour entamer cette démarche introspective, les managers doivent avoir la capacité de prendre du recul sur leur mission. Dans un quotidien très chronophage en temps et en énergie, comment leur permettre d'en prendre conscience? Comment leur permettre de prendre conscience d'être tout le temps dans le faire, en fait, c'est ça? C'est ça, Richard, la question? Oui, c'est comment la démarche, démarche donc, que les managers doivent engager pour devenir des leaders éclairés dans un quotidien qui est, semble-t-il, chronophage. Comment leur en faire prendre conscience, voilà, d'entamer cette démarche-là? Alors, comment faire prendre conscience aux dirigeants? C'est un peu la face nord, si tu veux. C'est ce qui est difficile, c'est que je m'en aperçois maintenant, si tu veux, les comités de direction sont épuisés, en fait. Et tu le dis parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. Parce que la peur génère de l'action, soit effectivement les premières semaines on était figés dans la peur, mais après c'était une suraction. Et le danger, et tu as raison, le danger c'est revenir dans le faire pour compenser ça en fait et revenir dans une spirale de temps. Donc comment leur faire prendre conscience justement en se permettant d'avoir des moments de prise de recul. En collectif, par exemple, en animant, moi c'est ce qu'on propose en ce moment, et c'est ce que les dirigeants qui ont compris que leur codir, ils ne pourraient pas tenir comme ça toute l'année, en fait, parce que ça va être compliqué, nous sollicitent pour ça, c'est de dire, prendre des parenthèses. Et dans ces parenthèses-là, collective, dans un premier temps, qui peut être ça, c'est des séminaires ouverts. C'est prendre ces temps de recul, s'accorder des temps de recul pour pouvoir réfléchir, prendre de la hauteur, couper le quotidien, on se déconnecte complètement et on prend ce temps de recul. Donc ça, c'est important et il faut le faire en pleine conscience. Et il ne faut pas le faire quand c'est trop tard. Parce que quand c'est trop tard, souvent, les gens seront épuisés. J'ai déjà des DRH qui commencent à faire des burn-out, par exemple. Donc, c'est très, très… je pense que voilà, ça va être… c'est très, très important. Je voudrais vraiment sensibiliser les dirigeants qui sont là, de permettre à votre codir de reprendre un deuxième souffle. En fait. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est justement, dans des parcours dans toute l'année, de pouvoir, qu'on organise au sein de la fabrique, ça permet justement d'avoir cette prise de recul et de le faire en conscience. Alors, ce n'est pas facile, mais cette déconnexion-là, elle permet vraiment, vraiment de prendre du recul. Tu peux le faire qu'en conscience. Tu peux le faire que si on t'incite à le faire ou que toi, tu as conscience que c'est important pour toi de le faire. En fait. Mais ce qui est important, c'est vraiment, comme tu dis, d'avoir conscience, d'inciter. Si je suis une DRH, si je suis un dirigeant, j'écoute mes collaborateurs et quand je sens qu'ils sont comme ça et quand je sens que c'est comme ça, j'incite à pouvoir s'offrir des parenthèses, entre guillemets, où je suis déconnectée de mon quotidien et où j'entame une démarche un peu personnelle pour apprendre à me déconnecter beaucoup plus régulièrement. Parce que c'est un vrai exercice d'apprendre à se déconnecter. On est tout le temps dans l'hyperconnexion, l'hypersollicitation, donc c'est un vrai, vrai exercice. Mais c'est possible, à condition juste d'en avoir conscience et de rentrer dans la démarche. Le plus difficile, c'est de rentrer dans la démarche. Cette approche du leadership semble extrêmement engageante pour les équipes.
dans des secteurs d'activité où les managers changent régulièrement, exemple à la grande distribution, quel est le risque pour les collaborateurs et l'entreprise quand le manager suivant ne s'inscrit pas dans la même dynamique? Très gros risque. Le risque, c'est quoi? Et c'est justement là où la raison d'être, quand je parlais d'alignement, c'est là où c'est important que la raison d'être de l'entreprise soit déclinée sur des valeurs qui correspondent à des comportements. Et c'est l'importance de définir un modèle de leadership. Alors, c'est la même chose sur les modèles managériaux, en fait. Hein. C'est un texte. C'est à chaque fois que nous, on transforme, on dit c'est quoi votre modèle managérial? Décrivez-nous votre modèle managérial. Dites-nous à quoi ça ressemble c'est quoi le leader, à quoi il doit ressembler le leader qui doit être dans votre entreprise demain. Comment vous l'imaginez? S'il n'y a pas ce travail qui est fait et qui conditionne après le recrutement, l'alignement justement, et quand on fait ce travail-là, ce qui est bien, c'est que c'est très facile de recruter après parce qu'on a un référent qui est celui-ci. Mais pour répondre à la question, quand ce travail n'est pas fait, il y a vraiment un risque d'avoir créé les attentes, d'avoir eu un mode de fonctionnement, le collaborateur est habitué à un type de leadership et il en change du jour au lendemain. Donc, le risque, c'est que si l'autre ne correspond pas à ses attentes, eh bien, on peut perdre des collaborateurs. C'est un vrai risque. C'est ce que je disais, c'est pareil quand tu transformes une organisation. Nous, on a été dans le cadre d'HMR Consulting, c'est là où on travaille sur des forts enjeux humains. On a l'habitude de transformer en bottom-up et pas être en top-down parce que c'est beaucoup plus, c'est accélérateur, on trouve des solutions beaucoup plus rapides et les projets s'installent et il y a moins de résistance au changement. D'un autre côté, si on transforme le collectif et que la tête ne suit pas, en fait, eh bien, ce que je disais, on crée les entreprises, on crée les attentes et les effets sont pires qu'au départ, l'intention qu'on avait, en fait. Donc, c'est extrêmement important que tout le monde soit aligné sur les changements qui soient, en fait. Et ça fait partie, effectivement, de comment, quand je suis DRH, j'aligne le leadership, en fait, pour que, alors je forme, je coach, voilà, il y a plusieurs outils à disposition, mais en tout cas, je définis quel type de leadership je veux avoir et je définis les valeurs et les comportements et je les fais vivre au quotidien. Je crois que c'est ça qui est important parce que sinon, le risque, il est fort. Ouais. Il est fort de perdre des collaborateurs. L'humilité est-elle réellement compatible avec une forme de leadership visionnaire ou autoritaire tel qu'on peut le rencontrer en entreprise? Est-ce qu'elle est la vulnérabilité, je prendrais plus que l'humilité en fait, mais c'est vrai, c'est une vraie question en fait. C'est toute la question de quand je vis dans une organisation qui est dans un leadership de domination, enfin dans un leadership de puissance comme modèle dominant en fait, est-ce qu'aujourd'hui ça laisse la place à la vulnérabilité? Ça laisse la place à la vulnérabilité s'il y a un changement de paradigme. Mais dans des organisations, et on voit les limites aujourd'hui, hein, j'ai quelques exemples en tête d'organisations qui sont encore extrêmement pyramidales, extrêmement dans comment on a le contrôle. C'est-à-dire, il y a une tête qui pense et un comité de direction qui obéit, et tout le monde doit obéir avec une seule tête. C'est compliqué d'avoir une approche, puisque c'est d'eux-mêmes, c'est deux faits, un système dans lequel il n'y a pas forcément la vulnérabilité, on est plutôt dans le soi fort que dans la vulnérabilité. Donc c'est difficile de s'inscrire effectivement dans une entreprise qui ne prendrait pas ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que le leadership éclairé, il est encore une fois, il est à l'équilibre entre tout ça en fait. Ça ne veut pas dire qu'il doit être tout vulnérable, mais ça veut dire que s'il équilibre la puissance et la vulnérabilité. Il accepte les deux en fait. Et les deux peuvent vivre à condition qu'il y ait un changement de paradigme profond. Si les choses restent égales à elles-mêmes, la vulnérabilité peut être très mal perçue. Elle sera même pas reconnue, elle sera perçue comme une faiblesse. Elle risque d'être perçue comme une faiblesse. Peut-on transformer la vulnérabilité en force? Alors, est-ce qu'on peut la transformer en force?
Pour moi, bien sûr, ouais. Alors, il y a un webinaire qui est très intéressant. Je pourrais vous envoyer le lien avec vous si vous voulez. C'est une scientifique qui a fait américaine en fait, qui justement fait l'éloge de la vulnérabilité. En tant que scientifique, elle explique en gros elle explique vraiment que tout son parcours a été dans le soit fort, soit fort, soit fort, et tout est contrôle, et tout est sous contrôle toute sa vie jusqu'au moment où, en faisant une étude, elle s'est aperçue que finalement la vulnérabilité était une vraie force en fait. Donc, et ce qui a déconstruit son paradigme en fait. Donc, ça peut être une vraie force. Encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre en fait. Si tout est, mais c'est d'accepter que cette vulnérabilité en fait, bah, elle puisse devenir une force parce qu'elle fait repositionner, elle repositionne, je crois, elle peut être une force dans le sens où elle repositionne les vraies questions en fait, où elle repositionne, où elle se repositionne sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. La vulnérabilité, c'est ce qui nous permet d'avancer et de temps en temps, les accidents de route qu'on peut avoir, en fait, ou cette vulnérabilité qu'on peut avoir, c'est, je crois, les moments, et même quand on est dans un leadership de puissance, qui nous permettent de prendre conscience, si on l'écoute, que finalement, on n'est pas si puissant que ça et qu'on a qu'il faut sans doute se reposer les vraies questions. Moi, je parle, je crois que l'exemple qui est très, très intéressant, c'est celui de Boris Johnson, en fait, qui, avant le Covid, disait le Covid ne passera pas par moi, et qui se retrouve le soir même ou le lendemain hospitalisé avec 15 jours d'intubation, et qui finalement se dit bah non, bah finalement, tous dans ma puissance, je suis aussi vulnérable, et j'accepte, et finalement, j'œuvre différemment. Donc, je crois que c'est extrêmement intéressant. Voilà, la vulnérabilité, dans le sens où elle nous fait prendre conscience des choses et des changements qui vont opérer, oui, c'est une vraie force. N'est-il pas trop tard pour un manager d'engager cette démarche personnelle lorsque la crise est déjà présente? J'allais dire au contraire. Il faut le faire. Alors, généralement, on me dit, alors, le plus dur, c'est quand tout va bien. Alors, ça, c'est marrant cette question-là, Richard, parce que généralement, la difficulté, c'est qu'on dit, mais tout va bien, mais pourquoi est-ce que je changerais? Donc, quand tout va bien, on ne trouve pas les raisons pour changer. Et là, on devrait dire que quand c'est la crise, est-ce que c'est le bon moment pour changer? La vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour changer? Je pense qu'on peut changer à tous les moments, en tout cas si on a pris conscience que c'est important de changer. Je crois que c'est ça le principal, c'est que nous, on essaye de dire, c'est pas au pied du mur qu'il faut changer. N'attendez pas qu'il arrive une catastrophe, n'attendez pas que votre entreprise soit au bord du gouffre pour changer. Changez avant, anticipez, parce que comme ça, vous aurez un train d'avance en fait. Ça ne marche pas tout le temps. Pour ceux qui l'ont compris, ils anticipent vraiment, ils ont une meilleure agilité. Moi, je me suis aperçue que les entreprises que j'avais accompagnées, et j'ai fait des cercles de dirigeants, d'échanges de dirigeants pendant le Covid, et me suis rapprochée d'entreprises qui avaient fait le parcours du leader, dans lequel on a accompagné les codires dans le leader. Et je leur ai dit la question, est-ce que vous pensez que ça agit sur votre capacité de résilience? Ils m'ont dit sans doute, sans aucun doute. Si on n'avait pas fait ce travail-là avant, on n'aurait pas eu cette capacité de résilience. Donc ça, c'est important de le faire avant, mais de le faire pendant aussi, parce que de toute façon, cette crise, il va y en avoir d'autres. Je pense que, enfin, vous l'avez compris, dans le monde dans lequel on vit, l'incertitude, on ne sait pas si demain le Covid ne va pas revenir, si on sera confiné, reconfiné, quel est l'avenir économique, et que de toute façon, eh bien, crise ou pas crise, c'est de toute façon, c'est le moment qui est important de conscience qui permet de définir. Si déjà il y a une prise de conscience, eh ben, c'est toujours le bon moment. En fait. Le bon moment, c'est celui où vous prenez conscience qu'il faut commencer à changer. Comment aidez-vous les dirigeants à rééquilibrer leur leadership? Alors justement, au travers des parcours, parce qu'on les aide à prendre conscience dans les accompagnements qu'on fait, d'abord à avoir un déclic. Alors, je vous donne un exemple très précis. Dans le parcours, quand on commence par l'equi-coaching, en fait, eh bien, volontairement, on commence tous les parcours par l'equi-coaching, parce que confronté à un cheval qui ne vous comprend pas, qui s'en fout si vous êtes dirigeant d'une petite, moyenne, grosse société, ou si vous êtes manager, vous êtes top manager, etc. Alors lui, c'est vraiment en dessous de ça.
il n'a qu'une chose qu'il comprend, c'est qu'il vous accepte tel que vous êtes dans votre authenticité. Donc, c'est vrai que ça, c'est le premier choc pour les gens qui viennent, qui démarrent le parcours comme ça, parce qu'ils se disent, zut, je suis obligée d'être moi-même, en fait. Donc, déjà, est-ce que moi-même, et en plus le cheval, déjà, est-ce que moi-même, voilà ce que je suis quand je suis moi-même? Parce que la particularité du cheval, c'est qu'il vous reflète l'émotion. C'est-à-dire que vous avez beau vous dire, j'ai pas peur, si intrinsèquement vous avez peur, il le ressent. Il ressent tout ce que vous ressentez, en fait. Donc, ce qui fait que vraiment, vous avez un effet miroir qui est extrêmement intéressant et qui vous oblige à vous re-questionner et quelquefois vous dire, bah, tiens, à aller chercher des ressources sur lesquelles vous n'auriez pas imaginé que vous les aviez. Donc, on commence et tous les séminaires qu'on fait ensuite par la suite, justement, déclenchent ces déclics-là, en fait. Et ces déclics sont importants parce que c'est ceux qu'on vit qui nous permettent de prendre conscience. Des fois, consciemment, on n'en a pas conscience. Donc ça, c'est une première chose, et de se dire, bah, tiens, ça, je n'avais pas imaginé même que je pouvais le faire. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est bien sûr avec du coaching et de l'accompagnement individuel. Parce qu'il ne suffit pas de l'avoir vécu, il faut aussi pouvoir le comprendre et le retravailler, en fait. Changer ses paradigmes, c'est faire un travail de fond, en fait. C'est accueillir le fait qu'on puisse retravailler les choses assez profondément. Et donc ça, c'est en étant accompagné par des exécutifs coachs qui sont vraiment qualifiés pour ça. Et le troisième, c'est effectivement, c'est entre pairs. Comment est-ce que je peux agir et partager ces expériences-là et concrètement, tout ce que je vis de manière personnelle, c'est bien parce que peut-être qu'un autre le vit et je m'aperçois que finalement, on a les mêmes problématiques et qu'on avance ensemble. Et on a cet échange qui est extrêmement important et intéressant. Donc, c'est avancer ensemble, alors que ce soit un comité de direction qui grandit en même temps, et ça, c'est fantastique quand les gens, on les voit grandir en même temps au fur et à mesure des parcours, ou des dirigeants entre eux, puisqu'on a fait des parcours en entreprises qui justement apprennent à mieux se connaître et se voient que finalement, ils le savent déjà, mais les problématiques sont différentes et grandissent ensemble avec l'échange qu'ils ont individuellement pour retravailler vraiment les points spécifiques. Donc voilà, c'est vraiment en faisant ce travail de profond en fait. C'est un peu que j'ai l'habitude de dire, c'est la révision des 50 000. Alors moi, maintenant j'ai atteint la révision des 50 000 en ayant 50 ans. Je crois qu'à un moment donné, il faut très régulièrement se faire des révisions comme les voitures et se dire, voilà, je fais une révision des 50 000, j'accepte de revisiter les choses qui peut-être vont être certaines un peu perturbantes. Mais tant pis, ce sera pour mieux en fait. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on accompagne en faisant des transformations profondes, individuelles et collectives. Une dernière question pour clore ce webinaire. Sur LinkedIn, vous apparaissez comme directeur fondateur de la Fabrique des leaders éclairés. Avez-vous une position sur la féminisation des noms, des fonctions et des métiers? Alors, j'ai une position d'équilibre. Si c'est une position, est-ce que sur le nom et les fonctions? Alors, j'ai une position qui est l'équilibre en fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai encore, comme quoi on apprend tout, j'ai mis dirigeante et maintenant systématiquement, alors j'ai intégré une stagiaire qui est formidable, qui fait Sciences Po et en même temps l'EDEC en fait. Et qui, elle, m'a sensibilisée parce que quand j'ai fait là, la vidéo de lancement du 9 novembre, elle m'a dit, mais Muriel, j'ai écrit le discours, elle m'a relu, elle m'a dit, mais Muriel, à chaque fois, vous dites dirigeant, 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 mais il n'y a pas de dirigeante dans votre… Et je lui dis, mais attends, mais c'est bizarre parce que ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas mes convictions, mais pourtant, je suis déformée même par ça, en fait. Donc, je me suis dit, tu vas revisiter ça. Et systématiquement, elle m'a aidée. Elle m'a dit, mais je lui dis, mais comment on fait? Elle m'a dit, il faut utiliser maintenant on met dirigeant T.E.S. Donc, et elle m'a dit, c'est une vraie, c'est de plus en plus à l'école, on nous apprend justement pour avoir une parité et pour que des schémas qui peuvent être des schémas anciens parce qu'effectivement les mots désignent bien les choses en fait, hein, et inspirent bien les pensées en fait. Eh bien, je me suis aperçue que même en étant moi je crois beaucoup à la parité, enfin voilà, homme-femme, à ce qu'un homme peut apprendre à une femme et une femme à un homme.
donc vraiment dans une notion d'équilibre et d'équité, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais encore sur que effectivement mes schémas de pensée n'étaient pas complètement en phase par rapport à ça, et que dans les discours que j'écrivais, bah, j'étais toujours orientée sur dirigeant, dirigeant. Donc effectivement, comme quoi on peut vraiment changer les choses, et je trouve que cette jeune génération, elle nous pousse à ça. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a poussée à ça, et maintenant je suis extrêmement vigilante à ça, à faire en sorte qu'on soit sur une équité, et que les dirigeants soient aussi les dirigeantes, et que des mots qui sont masculins peuvent être féminins, et féminins, de bien faire en sorte qu'on puisse avoir les deux pour équilibrer les deux. Donc voilà. Donc, Richard, j'espère que ça répond à la question. Ma position, elle est toujours sur l'équilibre, mais pas sur plus un, plus l'autre, mais effectivement rétablir un équilibre, c'est important. Mais il y a du boulot encore. Eh bien, merci à Muriel pour ce partage et cette vision sur ce nouveau modèle de leadership qui offre aux managers l'opportunité de mieux diriger leurs équipes dans des situations complexes ou incertaines, à l'instar de celles que nous traversons depuis quelques mois. Merci également à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire du club. Vous étiez encore nombreux à vous être inscrits et connectés pour participer à ce webinaire. Nous espérons que ce sujet vous a permis d'entrevoir l'esprit et l'énergie du leadership sous un nouvel angle. Si vous souhaitez approfondir ces réflexions, vous pouvez contacter Muriel via le site de la Fabrique des leaders éclairés, www.lafabriquedle.fr, ou par téléphone au numéro qui est indiqué sur le site. Ce webinaire clôt une série de 10 petits déjeuners en distanciel que nous vous avons proposé afin de vous permettre de continuer à assister au rendez-vous du club et maintenir ce lien avec les IUT de Grenoble. Nous reprendrons attache avec vous d'ici quelques semaines pour vous proposer un nouveau programme d'événements pour la rentrée. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site du club Entreprise de Grenoble l'ensemble des replays de ces 10 webinaires, ainsi que les différents coups de cœur littéraires qui ont été sélectionnés pour vous depuis ces derniers mois et qui pourront, je l'espère, accompagner votre été. Dans l'attente du plaisir de vous accueillir à la rentrée universitaire de septembre, nous vous souhaitons à tous un très bel été, et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.